Et yo YouTube! Aujourd'hui vidéo un peu spéciale car je vais vous expliquer les différents mots et termes que j'utilise dans mes vidéos. Et cela donc pour la sphère des souris et tapis de souris pour FPS compétitif. J'explique déjà en vidéo quand j'utilise un mot un peu spécial et je trouve que cela coupe un peu mes explications en deux. Donc je pense que faire un résumé ici pourrait me libérer de cela. Et sinon, de toute façon, ce sera une bonne chose pour les plus néophytes d'entre vous pour pouvoir en fait vous exprimer sur les souris et tapis de souris avec d'autres personnes pour décrire exactement ce que vous souhaitez. Je vais sûrement oublier des termes, donc n'hésitez pas à me demander en commentaire une explication et je me ferai une joie d'y répondre. Et tant que t'es là-bas, tu peux pourquoi pas t'abonner à ma chaîne et aussi lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, on va donc séparer les termes concernant les souris dans cette vidéo et les tapis seront dans une autre. Pour la forme d'une souris, c'est donc la traduction de shape en anglais. C'est ce qui définit l'identité de la souris. Les souris ont donc des noms différents parce qu'elles ont des formes différentes. Et non, toutes les souris ne ressemblent pas à une G Pro Superlight. Ces formes sont donc soit symétriques, c'est-à-dire que si vous coupez la souris dans le sens de la longueur, la partie gauche est identique à la partie droite. Elles peuvent aussi être asymétriques, c'est-à-dire que là, le côté gauche sera par contre différent du côté droit. Et ces souris asymétriques peuvent aussi être déclinées en ce qu'on dit ergonomiques, qui elles sont marquées par le fait que le côté gauche est d'office plus haut que le côté droit, permettant donc à votre main de s'incliner quand vous la posez dessus, pour pouvoir donc avoir une meilleure ergonomie. Cependant, toutes les souris asymétriques ne sont pas ergonomiques, comme par exemple la NP01 de chez Vaxi. On voit donc ici que le côté gauche est différent du droit, mais il n'est pas plus haut. Et finalement, il y a certaines personnes qui utilisent le mot ambidextre pour définir une forme symétrique, mais c'est donc le mauvais mot car cela définit juste le fait qu'elles aient deux boutons latéraux sur la droite, pour une utilisation donc avec également la main gauche. Ensuite, comme vous le savez, toutes les souris n'ont pas la même forme, que ce soit donc dans ses dimensions ou alors le placement des différents éléments. Si deux souris de marques différentes partagent la même forme, on dira que c'est un clone. Pour décrire en détail ces formes, j'emploie plusieurs termes. En premier, je vais parler de la bosse de la souris, qui est tout simplement l'arrondi le plus haut. On peut en fait définir si la souris est dédiée à un style de prise en main particulier, ou aussi appelé style de grip, dont on parlera juste après. Mais ce n'est pas tout pour cette bosse cependant, car la façon dont elle va redescendre à l'arrière de la souris, se dégrader donc, c'est important également. Et moi, cette dégradation, je l'appelle la rampe. Cette dernière a beaucoup d'importance, car si elle est longue, ou alors plate, ou alors très pentue, eh bien la paume de votre main ne va pas se placer et s'ancrer de la même manière sur la souris. Et le dernier élément pour décrire la forme, ce sont les côtés, où généralement je vais parler de courbes pour définir comment ils sont designés. La majorité des souris s'élargissent donc toutes vers l'arrière, et ensuite ils vont soit se creuser au centre, soit être plutôt plats, ce qui va donc modifier l'ensemble général des côtés. Quand cet élargissement à l'arrière est vraiment imposant, comme la souris ici, la courbe en fait vers l'arrière-centre de la souris va être assez agressive. Et cela va créer une forme que l'on l'appelle en diamant, c'est-à-dire un morceau bien distinct sur les côtés, qui crée donc un creux juste devant lui. Et aussi, les côtés peuvent être biseautés avec par exemple le bas qui sera plus fin que le haut. Du coup, pour aller avec toutes les différentes formes qui existent, on peut clairement associer des styles de grip qui iront avec. Par exemple, pour du claw grip, qui consiste à coller le bas de votre paume à l'arrière de la souris, on va souvent préférer une souris avec une bosse vers l'arrière et qui a une rampe qui se dégrade plutôt rapidement. Je vous laisserai aller voir ma vidéo où je présente les trois prises en main de base, dont le palm grip, le claw grip et le fingertip grip, histoire de ne pas trop allonger cette vidéo-ci. Mais sinon, je vous mets à l'écran une image plus détaillée pour trouver votre style de grip, il vous suffit de mettre pause. Les parties vertes sont là où vous appliquez de la pression sur la souris, et le rouge, c'est un contact plus léger. Et sinon, il ne faut pas confondre ce grip avec des grips. C'est le diminutif de grip tape, qui sont ces petites bandes collantes que l'on met pour aider vos doigts accrochés sur la souris. Voilà, on a donc parlé de la base de la souris et de sa forme donc, on peut donc aller un peu plus loin. Les meilleurs capteurs ou sensors sont ceux fabriqués par la compagnie PixArt. 99% des souris haut de gamme sont équipés d'un capteur de cette marque. Plus le chiffre de ce capteur est grand et plus il est récent. Il y a genre 2 ans, on retrouvait beaucoup de PixArt 3335, 3360 ou 3370. Et depuis, on est passé au tout dernier, le 3395, qui dispose des nouveaux attributs dont on va parler juste après. Mais avant cela, il faut quand même savoir que Razer est une marque qui a l'exclusivité sur les nouveaux capteurs. Et c'est pour ça que pour l'instant, c'est la seule marque qui dispose des PixArt 3950. Cependant, l'exclu n'est pas éternel et je pense que c'est cette année que d'autres marques pourront l'utiliser également. Il ne faut cependant pas se fier qu'aux chiffres, car le capteur ne marche pas seul. Il est aussi équipé d'une puce électronique qui lui permet d'être plus ou moins performant. Généralement, les puces plus bas de gamme seront sur des souris à moindre prix, et celles avec les meilleures seront plus élevées. Mais bon, c'est plus trop le cas en ce moment avec le marché chinois qui a vraiment fait tout défoncer niveau prix en proposant également ses meilleures puces. Par contre, encore une fois, tous les capteurs avec les mêmes puces ne vont pas performer exactement pareil. Et ça, c'est à cause des réglages de la marque en elle-même, etc.
Cela va nous permettre d'enchaîner sur la suite en parlant du vocabulaire que l'on retrouve dans les logiciels des souris. Comme je vous l'ai dit, plus le capteur est récent et plus il y a de réglages disponibles. Du coup, c'est la puce utilisée qui va influencer si la souris est capable d'être utilisée à une plus grande fréquence de rafraîchissement ou non. Cette fréquence, on l'appelle le polling rate, et il se mesure en Hz. Pour la faire courte, c'est comme les écrans, plus vous avez de Hz et plus le signal est transmis en grande quantité et rapidement à votre PC. Il y a un grand débat depuis des mois sur cela, mais une chose est sûre, c'est que plus la valeur est haute, et plus vous aurez l'impression que le trajet de votre curseur est smooth, c'est-à-dire fluide. La plupart du temps, il vous faudra un récepteur différent, ou aussi appelé dongle, pour pouvoir en fait utiliser le polling rate plus haut, comme le 2K, 4K ou même 8K. Ensuite, le Pixar 3395 est arrivé avec une nouvelle chose qui était déjà utilisée par des marques comme Logitech et Razer. Et cette chose, c'est la technologie appelée Motion Sync. Et pour l'expliquer, c'est simple, il suffit de le traduire. Il va en fait synchroniser le déplacement visible de votre curseur avec ce que vous voyez. C'est encore donc un atout qui vient rendre son déplacement plus naturel et plus fluide, en échange d'un tout petit délai supplémentaire. Globalement, à part dans le cas extrême où vous faites du CS et du Valo, et que la majorité de votre gameplay c'est de tenir une ligne sans bouger, eh bien je vous conseille de l'activer, mais faites vos tests de votre côté quoi qu'il arrive. Dans les autres réglages de ce capteur, nous avons le Lift Off Distance, ou aussi appelé LOD. C'est tout simplement la valeur à laquelle le capteur va commencer à traquer sur la surface. C'est soit exprimé en bas ou élevé, ou soit en 1 mm et 2 mm. Je suis d'ailleurs en train de tester une souris actuellement qui a un capteur 3399, donc c'est un 3395 modifié, et lui il permet en fait de aussi choisir les valeurs entre 1 et 2 mm. Basiquement, si vous ne voulez pas risquer que votre souris capture le moment où vous allez vous replacer au centre du tapis, eh bien vous voudrez le mettre à 1 mm. Cependant, les 2 mm de LOD peuvent parfois régler quelques problèmes selon la surface du tapis, comme par exemple du verre. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de devoir changer à 2 mm le LOD d'une souris parce que je jouais sur cette surface. Cela va en fait faciliter la tâche du capteur car il a en fait plus de marge pour traquer. Encore une fois, faites vos tests de vos côtés pour savoir ce que vous préférez. Il y a deux autres options liées au capteur qui sont le Ripple Control et le Angle Snapping, mais je ne trouve pas ça pertinent pour les FPS donc je n'en parlerai pas. Je ne vais pas expliquer des termes que je n'utiliserai pas. Passons donc maintenant au dernier réglage dans les logiciels, mais celui-ci concerne les clics, il s'agit du Debounce Time. C'est tout simplement le délai de rebond du clic, qui permet donc de le réactiver à la suite. Pour les performances, l'avoir à 0 millisecondes, c'est bien sûr le mieux, en tout cas sur le papier, car vous n'allez pas voir en fait humainement la différence avec un ou deux, mais voilà. Par contre, avec certains switches, surtout les mécaniques dont je vais parler juste après, eh bien ils peuvent développer des problèmes avec une valeur trop basse. Je sais que Pulsar m'avait dit que 3 ms était une valeur plus safe, donc voilà. Si vous avez peur d'avoir des problèmes, ne descendez pas en dessous de cette valeur. Et continuons dans le thème des clics en parlant des switches. Enfin, c'est plutôt des micro-switches. Les micro-switches vont d'ailleurs être aussi utilisés pour les clics molettes ainsi que les boutons latéraux, mais ce sera rarement les mêmes que les clics principaux. En gros, on ne veut pas forcément le même ressenti ou la même force de pression pour les différents clics. Sur les principaux, nous avons donc les mécaniques qui se déclenchent grâce à deux pièces internes, et cela quand vous activez l'interrupteur en cliquant. Et pour les switches optiques, eh bien il s'agit là plutôt d'une pièce qui vient traverser un petit laser, qui va en fait renvoyer l'information plus rapidement que des mécaniques. Cependant, encore une fois, c'est de tout petits chiffres, et très souvent le ressenti des clics optiques sont moins bons que les mécaniques. Après c'est comme tout, cela dépendra bien sûr de la marque des switches, mais aussi de comment est construit le plastique de ces clics. Transition parfaite d'ailleurs, mais je viens de vous parler de l'implémentation des clics. Eh bien, ils sont aussi décrits grâce à la distance d'activation du plastique. Je le traduis en français à chaque vidéo, mais à partir de maintenant, j'utiliserai les termes anglais prononcés à la française, qui sont donc pré-travel et post-travel. Ça va me simplifier la vie et la vôtre aussi, avec des phrases plus courtes. Le pré-travel, c'est tout simplement la distance que peut parcourir le plastique du clic avant d'actionner le switch. Et le post-travel, eh bien c'est la suite, c'est-à-dire la distance que peut parcourir le plastique après avoir actionné ce même switch. Pour la meilleure réactivité, les marques recherchent à avoir que très peu de trajets. Mais on sait également que parfois, en avoir un peu va grandement améliorer le ressenti des clics. Il faut donc un juste milieu, et c'est pour cela que c'est un élément important lors de mes reviews de souris. On arrive sur la fin pour les souris, mais je voudrais expliquer l'utilisation du mot dot. Il va soit définir la forme des patins de la souris, qui sont donc des petits ronds, mais ils définissent aussi certains types de switches utilisés, qui ont un ressenti pas agréable et une pression lourde et directement soudée au PCB. Et donc pour conclure, le PCB d'une souris, c'est tout simplement le circuit électronique interne, où tout est relié pour que tout fonctionne ensemble. Voilà, je pense que c'est tout pour les souris. Si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour celle des tapis, et à bientôt.